Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de Unified Kill Chain. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que l'Unified Kill Chain? Elle a été développée grâce à une approche de recherche hybride en 2017 et elle combine en fait deux modèles déjà existants qui est la Cyber Kill Chain et MitraTac. Et elle va détailler les tactiques qui constituent les éléments constitutifs des cyberattaques modernes par les APT. Elle est départagée en trois parties. On va avoir trois étapes. La partie in, qui est aussi l'initial foothold, où l'objectif principal de cette série de phases, donc on en a plusieurs à l'intérieur, c'est pour permettre à un attaquant d'accéder à un système ou un environnement réseau. Et un attaquant va employer plusieurs de ces tactiques pour examiner le système à la recherche de vulnérabilités potentielles qui peuvent être exploitées pour prendre pied dans le système. Ensuite, on a la phase through, et dans cette phase, en fait, cette phase, elle fait suite à la première et suite à une prise de position réussie sur le réseau cible. Là, l'attaquant va chercher à obtenir un accès à des privilèges supplémentaires au système et aux données pour atteindre ses objectifs. En fait, il va, si on veut, faire en sorte que l'un des systèmes devienne une base pour servir de point pivot et l'utiliser pour recueillir des informations sur le réseau interne. Ensuite, on va avoir la phase out, celle qui conclut le parcours d'une attaque d'un adversaire sur un environnement où il a accès à des ressources critiques et peut atteindre ses objectifs d'attaque. Et ces objectifs visent généralement à compromettre un des éléments de la triade confidentialité, intégrité et disponibilité. On va voir chacune de ces phases plus en détail. Alors, généralement, les objectifs d'une attaque peuvent nécessiter qu'un attaquant accède à des systèmes ou à des données qui ne sont accessibles que dans un environnement de confiance. Et donc, au sein d'un réseau interne, d'une organisation ciblée, par exemple. Pour accéder à ces systèmes ou données, un attaquant peut utiliser les premières phases de la chaîne de destruction unifiée pour percer le périmètre organisationnel et y pénétrer. Donc les cyberattaques sont généralement lancées depuis l'extérieur, généralement, d'un attaquant anonyme sur Internet. Et pour augmenter les chances de succès, l'attaquant va d'abord refaire des recherches dans la première étape de cette phase-là, en faisant de la reconnaissance. Ensuite, il va y avoir d'autres activités préparatoires, comme la mise en place d'une infrastructure d'attaque qui peut inclure le développement de ressources et la mise en place de serveurs de commande et de contrôle. Donc, une fois qu'on a créé des objets ou militarisé des objets ou constitué un arsenal, on va pouvoir le livrer par divers moyens, que ce soit grâce à du phishing, du spear phishing pour être plus exact, en utilisant les attaques par point d'eau, tarissement du point d'eau, ou en attaquant la chaîne d'approvisionnement. Et donc l'objet militarisé peut être déclenché en manipulant un utilisateur pour effectuer des actions dangereuses, et là on va parler d'ingénierie sociale, ou en exploitant une vulnérabilité ou des vulnérabilités, donc on va avoir l'étape exploitation. Une fois exécuté, l'objet militarisé peut être utilisé pour obtenir un accès permanent au système, et c'est l'étape de persistance. Ensuite, des actions spécifiques peuvent être utilisées pour tenter de rester indétectable, et là on va parler d'évasion des défenses. Et enfin, un système compromis va établir généralement un canal de communication avec un système contrôlé par l'attaquant sur Internet, et c'est là qu'on va voir l'étape commande et contrôle. La phase suivante, qui est la phase through, ici, une fois qu'un attaquant a pénétré dans un réseau cible,
Des privilèges supplémentaires peuvent être nécessaires pour accéder aux ressources qui lui permettent d'effectuer des actions les actions nécessaires pour arriver à ses objectifs. Donc le piratage d'un réseau va faire référence aux activités que les attaquants effectuent généralement pour obtenir un accès supplémentaire au système et aux données dans le cadre de leur objectif. Alors ces activités peuvent être effectuées par un attaquant externe qui a acquis un accès numérique ou physique derrière le périmètre de sécurité organisationnelle, généralement en compromettant un système par le biais de vecteurs d'attaque comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le spear phishing par exemple, ou l'exploitation d'une vulnérabilité. Si le périmètre d'une organisation a été violé en compromettant un système, un attaquant peut d'abord se concentrer sur ce système. Cela peut consister à recueillir des informations sur le système compromis, comme l'énumération des privilèges des utilisateurs et des données accessibles. C'est, si on veut, une forme de découverte qui est locale. Et si l'attaquant dispose de privilèges restreints sur le système compromis, les privilèges peuvent être élevés verticalement, donc d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur, et généralement en exploitant une vulnérabilité ou une mauvaise configuration. Donc, une fois qu'on a effectué cette élévation de privilèges, l'attaquant ayant des privilèges élevés, ça va lui permettre d'exécuter du code arbitraire sur le système avec des privilèges élevés. Et on est sur l'étape exécution. La capacité d'exécuter du code peut entre autres être utilisée pour acquérir des informations d'identification du système local, pas en faisant de l'extraction d'informations d'identification au niveau du disque dur ou de la mémoire. Et donc on va avoir l'étape finalement accès aux informations d'identification ou credential access, tout comme l'attaquant peut simplement utiliser le système initialement compromis comme un point pivot pour attaquer d'autres systèmes du réseau. Et on est sur le pivoting. Alors, diverses techniques peuvent être utilisées pour identifier les vulnérabilités potentielles dans d'autres systèmes. On va avoir finalement toujours dans le discovery, et les vulnérabilités identifiées dans d'autres systèmes du réseau peuvent être exploitées pour l'escalade verticale de privilèges ou encore, une fois les informations d'identification acquises qui peuvent fournir un contrôle sur d'autres systèmes, un attaquant peut élever horizontalement les privilèges vers ces systèmes, ce qui veut dire que là, on n'est plus sur on élève les privilèges d'un niveau bas vers un niveau élevé, mais plutôt on va se mouvoir latéralement. Donc on va passer d'un système vers un autre système avec plus ou moins les mêmes privilèges. Et le contrôle sur ces systèmes peut permettre l'extraction d'autres informations. Donc ce processus peut être exécuté de manière itérative jusqu'à ce que l'attaquant ait accès aux actifs ciblés. Et dans les réseaux où la segmentation du réseau et l'isolation de la gestion des accès aux identités ont été strictement appliquées, un attaquant devra suivre ce processus pour chaque segment du chemin vers les actifs critiques et par conséquent, le processus de piratage d'un réseau cible vers des actifs critiques peut être considéré comme une boucle jusqu'à ce que l'accès requis aux actifs critiques soit obtenu. Donc, une fois qu'on a pénétré dans un réseau cible et en piratant le réseau selon les besoins, un attaquant peut acquérir les privilèges nécessaires pour éventuellement effectuer les actions sur les objectifs de l'attaque. Et là, on va parler de la phase out de l'Unified Kill Chain. Et dans cette phase-là, il va faire de la collecte de données, puis exfiltrer ces données vers du réseau, vers ses serveurs ou vers un endroit où il peut accéder à ces données, ou encore supprimer des composants critiques, et là on va parler de sabotage. Donc au final, ça va dépendre de l'objectif d'une attaque. Et si l'objectif de l'attaque consiste à compromettre la disponibilité ou l'intégrité d'un actif, il peut suffire d'utiliser les privilèges acquis pour manipuler, interrompre ou éliminer la cible.
et c'est l'impact que l'attaquant recherche ici. Si l'objectif consiste à compromettre la confidentialité d'un actif, il va y avoir des techniques supplémentaires qui peuvent être employées pour collecter les données recherchées par l'attaquant. Les données collectées peuvent être exfiltrées hors du réseau vers un système contrôlé par l'attaquant jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. De manière générale, les phases collecte, donc les étapes de collecte, exfiltration et impact, peuvent être utilisées pour décrire toutes les compromissions de la triade confidentialité, intégrité et disponibilité. Et l'objectif intermédiaire, donc out, peut être utilisé pour faire référence à ces phases collectives spécifiques à l'objectif à un niveau plus abstrait. Alors ces activités peuvent être effectuées en continu ou périodiquement et peuvent donc être considérées aussi comme une boucle. Unified Kill Chain, en fait, va avoir en tout et pour tout 18 étapes différentes qui vont former plusieurs boucles entre elles, selon qu'on est dans la phase in, through ou bien out. Vous aurez remarqué, si vous avez une idée déjà de la Cyber Kill Chain, c'est que l'Unified Kill Chain va avoir plus d'étapes, mais aussi il va y avoir un fonctionnement cyclique et pouvoir revenir sur certains cycles de manière répétitive, donc bouclé à plusieurs reprises. Chose qu'on ne retrouve pas forcément dans la Cyber Kill Chain. Et on vous dit comme quoi le Unified Kill Chain était une amélioration par rapport à la Cyber Kill Chain et le Mitra Attack. Mais ça, c'était valable au moment où le Mitra Attack, en 2017. Depuis, à ce moment-là, il était, je crois, à la version 4 ou 5. Depuis, maintenant, on est à la version 16. Donc, il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été effectuées au niveau du Mitra Attack. Et donc, forcément, il y a beaucoup plus de choses en commun entre les deux par rapport à quand ce framework a été publié. Sur ce, j'espère que vous passerez une bonne soirée ou une bonne journée. Et à la prochaine. Bye!